Alors, professeur, à quelques mois de nouvelles échéances électorales, et pas des moindres, dites-nous, quelle est la position de Togo Debout par rapport à l'évolution des choses? Nous sommes une organisation de la société civile et nous disons toujours que nous, notre engagement, c'est le Togo, nous le voyons peut-être à court terme, mais surtout, nous voulons construire une vraie nation à moyen terme et à long terme. Et une vraie nation civilisée, dans une vraie nation civilisée, en tout cas à l'ère contemporaine, c'est que il y a des choses qui se font. C'est-à-dire qu'il faut choisir des dirigeants de façon démocratique à travers les urnes. Ces dirigeants, ils sont là et essaient de mettre en place une bonne gouvernance pour le pays pendant un mandat. Et s'ils ont la confiance du peuple, ils reviennent pour un deuxième mandat. Et généralement, en tout cas, au vu des constats en Afrique, je pense que 2 mandats pour le moment, c'est suffisant. Donc c'est ce que nous avons comme ambition pour notre pays. Et donc, nous pensons que une élection qui arrive, une période électorale qui arrive, sert justement à éduquer le Togolais à cette citoyenneté. Permettez juste que je fasse une digression en rappelant que c'est vrai qu'en 2018, le Front citoyen Togo Debout s'était opposé à la tenue de l'élection législative en 2018. Opposé dans quel sens? Ce n'était pas pour dire non à un processus électoral, mais il faut comprendre la logique de notre démarche. Nous étions inscrits dans une stratégie de réforme profonde et importante pour le Togo. Il y a eu des manifestations, parfois difficiles, avec mort d'hommes. La CEDEAO est venue s'inscrire en facilitateur et avec la promesse justement d'aider les citoyens togolais à obtenir ces réformes. Alors, sans aucune réforme obtenue, brusquement, la CEDEAO fait volte-face et nous intime l'ordre de nous mettre en ordre de marche pour aller voter. Et là, je pense que beaucoup de Togolais étaient frustrés et c'est ainsi que le Front citoyen Togo Debout, avec d'autres organisations, a demandé à ce que les Togolais n'aillent pas voter. Et je pense que cet appel a été suivi. Je ne suis pas convaincu qu'on ait eu plus de 10% de participation en 2018, même si les chiffres officiels disent autre chose. Mais c'était une manière de dire non à la CEDEAO, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et je crois que le Front citoyen Togo Debout va, lui, accompagner le processus électoral, ou les processus, puisqu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs échéances, mais pas de façon naïve. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses à améliorer, puisque la manière d'organiser les élections au Togo pose sérieusement problème. Nous ne sommes pas encore un pays où les processus électoraux sont suffisamment fiables et transparents pour que nous puissions tout simplement lancer un appel aux électeurs pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils aillent ensuite attendre chez eux la proclamation des résultats. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les processus électoraux. Mais globalement, nous sommes en faveur du soutien à ceux qui vont y aller. Le Front citoyen, bien sûr, je me permets de le préciser parce que parfois ça prête à confusion. Le Front citoyen Togo Debout ne participe pas aux élections en tant que... Enfin, nous n'avons pas de candidat, il faut que cela soit clair. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous soutiendrons tous ceux qui iront peut-être avec cette vraie volonté de changement au niveau des instances nationales, mais avec des exigences, aussi bien par rapport au parti au pouvoir que par rapport à l'opposition, parce que, je l'ai dit, les processus ne se font pas de façon suffisamment transparente pour que nous puissions juste lancer un appel aux électeurs en leur demandant d'aller voter. Alors, professeur, parlons toujours de ces échéances électorales. Est-ce que vous pensez que le peuple togolais pourra rééditer l'exploit de la victoire historique de l'opposition législative de 1994? Très bonne question. Moi, je pense que oui, c'est toujours possible, en dépit du fait que le processus est vicié, en dépit du fait que le processus est fermé. Je pense que c'est toujours possible, mais à certaines conditions. C'est pour cela que je parlais de conditionnalité vis-à-vis de l'opposition. Il faut, je donne 2 ou 3 exemples peut-être, il faut très rapidement en tout cas que l'opposition réfléchisse à comment est-ce qu'elle se prépare ou à comment est-ce qu'elle va se présenter à ces élections. Imaginons tout simplement que nous allions à ces élections en l'état actuel, avec le visage actuel de l'opposition, avec cette démobilisation que nous connaissons tous. Je pense qu'il y a très peu de chances que nous puissions
comme vous l'avez dit, retrouver cette victoire que nous avions connue en 1994. En 1994. Voilà. Il faut donc que l'opposition je parle de l'opposition politique qui se prépare pour ces échéances électorales, réfléchisse à quel visage, quel projet, quelle proposition concrète je peux mettre sur la table pour le peuple togolais pour aider à la remobilisation. Il y a un certain nombre de conditions. Nous savons tous que ce pouvoir n'organise pas les élections pour le perdre, et cela suppose donc tout un système de fraude. Je le dis en pesant mes mots, puisqu'en 2020, le Front citoyen Togo Debout avait fait un travail sur le terrain, et ce travail nous avait permis d'identifier un certain nombre de contraintes, d'écueils, qui sont mis en place de façon totalement volontaire afin d'aider justement à déployer le système de fraude. Et donc, il faudra faire en sorte que l'opposition, la société, les populations, ceux qui veulent le changement, puissent vraiment s'engager d'une certaine manière pour essayer de limiter justement le déploiement de ce système de fraude. Il faudra que la communauté internationale également joue son rôle, parce que c'est toujours facile d'exiger de nous que nous participions à des élections en sachant que ces élections sont truquées, qu'il y a suffisamment de fraude, et de venir après juste dire que oui, bon, les résultats sont bons, et ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à aller vers la justice en sachant très bien que ces recours ne vont jamais fonctionner. Donc il y a un certain nombre, en tout cas, de conditionnalités à avoir pour répondre définitivement, c'est possible, mais à condition de s'organiser, à condition de travailler à tous les niveaux, aussi bien au niveau des partis politiques d'opposition qu'au niveau de la société civile, mais également qu'au niveau des populations qui, si elles veulent le changement, d'une certaine manière, doivent s'engager différemment et avec plus d'engagement. Alors, professeur... plus d'impact, voilà, disons comme ça. D'accord. Voilà. Alors, plusieurs partis politiques demandent la reprise de l'enrôlement dans la zone 1, notamment l'Alliance nationale pour le changement ANC de Jean-Pierre Fabre et la dynamique pour la majorité du peuple coordonnée par Madame Brigitte Adjamago Johnson. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que c'est une évidence. Que les choses se sont passées de façon vraiment imparfaite. On a vu beaucoup de gens se mobiliser pour l'enrôlement et beaucoup de gens restaient sur le carreau, malheureusement. Il y a eu, je crois, 48 heures, ou 72 heures, 48 heures d'ajout pour permettre aux gens de s'enrôler, mais c'était largement insuffisant. Et moi, j'avais déjà dit sur une autre antenne qu'il faudra certainement revenir dans la première zone pour compléter ce processus d'enrôlement afin que les Togolais qui ont le droit de vote, c'est inscrit dans notre constitution, puissent se faire enrôler et participer au processus, aux échéances électorales qui sont en train d'arriver. Si l'État refuse, si le pouvoir refuse, ça participe également de cette volonté manifeste de tordre le cou à l'élection et aux résultats qui seront certainement encore contestés et contestables. Alors, professeur, vous aviez parlé tantôt d'une certaine démobilisation observée au sein de la société civile, des partis politiques de l'opposition. À votre avis, à quoi est due cette démobilisation? À beaucoup de facteurs. Un des premiers facteurs, c'est que, je dirais presque à juste titre, les gens se disent, les élections se font dans des conditions imparfaites, et donc à quoi cela sert-il d'aller s'inscrire, d'aller voter en sachant que mon bulletin ne sera jamais vraiment pris en compte. Et je crois que là, c'est une violation encore des droits de l'homme, des droits humains, parce que la Constitution rappelle qu'on a le droit de vote. Et chaque électeur, enfin chaque citoyen a droit à son bulletin dans l'urne. Si je mets mon bulletin dans l'urne et que pour une raison X ou Y, quelqu'un estime que ce bulletin n'a pas de valeur et qu'il peut le remplacer comme il veut, c'est un peu comme s'il était en train de violer mon droit. Et cela explique en tout cas d'une certaine manière que beaucoup de Togolais qui sont pour le changement, à un moment donné se disent « je suis découragé, le changement ne se fera pas à travers les urnes, ce ne sera pas une alternance démocratique, donc je ne perds plus de temps à aller m'aligner pendant des heures pour participer au vote ».
À mon avis, c'est l'élément vraiment primordial qui fait que beaucoup aujourd'hui sont démobilisés et se disent que la solution ne viendra pas des élections. Ce qui se passe également, de mon point de vue, c'est que nous, quand je dis nous, c'est nous qui sommes d'une certaine manière sur le terrain et qui avons pour devoir d'expliquer. Nous n'avons pas encore réussi à convaincre que même si les conditions sont difficiles, une bonne organisation peut permettre d'obtenir des résultats tangibles. Je m'explique. Je prends un exemple concret. Nous avons pu déterminer comme technique de fraude le bourrage des urnes. Vous êtes dans un bureau de vote, vous avez 100 bulletins, d'accord, 20 personnes viennent voter, il reste 80 bulletins. Les 80 bulletins vont être utilisés par certaines personnes avant le comptage des bulletins pour bourrer les urnes. Alors, si vous avez la possibilité de convaincre les Togolais qu'il faut vraiment se déplacer en masse et que plus vous êtes nombreux, plus la fraude est difficile, alors plutôt que d'avoir 20 personnes qui se déplacent dans ce bureau de vote, supposons que 90 personnes se déplacent dans ce bureau de vote. Donc, le bourrage ne pourra se faire qu'avec une dizaine de bulletins par la suite. C'est peut-être des explications simples, mais que nous manquons parfois de donner à la population, de donner aux citoyens pour leur faire comprendre que la fraude, elle existe. Le système de fraude existe, mais plus vous êtes mobilisés, plus vous participez, plus vous surveillez le processus, plus le voleur, entre guillemets, aura du mal à procéder à la fraude. Et donc, la mobilisation est également une façon de lutter contre la fraude. Et donc, n'ayant pas la possibilité peut-être de convaincre par les mots justes, tout cela participe à la démobilisation de la population. Alors, professeur, vous aviez tantôt parlé de fraude entre griffes. Est-ce que, à votre avis, c'est seulement la mobilisation qui pourra amener à des consultations électorales non contestées après les résultats? Est-ce que la mobilisation à elle seule suffit? Non, bien sûr. La mobilisation, c'est un des facteurs principaux, mais elle n'est pas l'unique facteur qui pourra aider à lutter contre le système de fraude. Entre-temps, nous avions insisté pour que, par exemple, au Togo, la proclamation des résultats puisse se faire bureau de vote par bureau de vote. Nous avons eu plusieurs rencontres avec justement des partenaires de la communauté internationale, les partenaires multilatéraux, et je me souviens d'une rencontre qu'on avait eue à Bruxelles avant l'élection présidentielle de 2020, où un des responsables que nous avions rencontré nous disait, vous savez, il y a eu plusieurs missions d'observation électorale au Togo, et quand vous prenez les recommandations, toutes les missions sont revenues sur cette nécessité, que les résultats puissent se proclamer bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, c'est pas compliqué, hein. On a tous fait les écoles primaires ou secondaires, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, on sait le faire. Et donc, en proclamant les résultats bureau de vote par bureau de vote, avec une simple machine à calculer, on peut tous faire en total et savoir très rapidement quelles sont les tendances. Plutôt que d'attendre que tout soit mis quelque part, centralisé, avec toute la possibilité ensuite de manipuler les résultats. Et ça, le gouvernement togolais n'a jamais accepté. Et donc, je parlais de cette rencontre à Bruxelles, où le responsable nous a dit, écoutez, nous avons encore, il y a quelques semaines, puisque nous étions à une rencontre à Cotonou, tenté de convaincre le gouvernement de votre pays de la nécessité d'accepter cette recommandation. Jusqu'ici, le gouvernement togolais s'oppose vraiment fermement à une telle disposition. Donc ça veut dire que le gouvernement togolais sait pourquoi. Vous l'avez dit, est-ce que la mobilisation seule suffit? Je dis non, mais il y a des dispositions qui sont vraiment importantes aujourd'hui si on veut faire de notre pays un pays civilisé, un pays démocratique, un pays où l'alternance est décidée par le peuple et non par un groupuscule qui a des intérêts particuliers à défendre. Alors, il est de notoriété aujourd'hui que les consultations électorales, surtout en Afrique, professeur, ont été toujours source de tensions, de troubles sociopolitiques. Alors, pensez-vous qu'une fois notre pays échappera à ce cycle infernal? On n'est pas encore prêt à échapper à ce cycle infernal, malheureusement, parce que les conditions pour échapper à ce cycle, ces conditions ne sont pas encore matérialisées. Les pays dans lesquels les élections se passent en contestation
c'est parce que il y a eu suffisamment d'efforts faits pour que la transparence puisse être vraiment présente dans le processus électoral. Et au Togo, la transparence n'est pas c'est un secret de polichinelle. Tout le monde en est convaincu, tout le monde sait malheureusement que les processus électoraux dans notre pays ne sont pas encore suffisamment transparents. Depuis le fichier électoral jusqu'à la sortie, la proclamation par la CENI. Et c'est bien dommage. Et j'aime bien dire que pour moi, c'est une question qui va au-delà même de la politique. Quelque part, c'est une question philosophique. Vous savez, nous, on est de passage sur cette terre, hein. On a peut-être quelques décennies à faire. On fera ce qu'on pourra, on partira. Mais quelle nation on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants? Si c'est une nation, si la philosophie, c'est de dire, je viens, je profite au maximum et je pars, bon, en laissant un héritage qui sera un héritage, malheureusement, des plus déplorables à notre descendance, c'est une question de philosophie, c'est une question de choix. On peut se dire également, je viens, je fais en sorte vraiment de laisser un héritage avec une nation unie, une cohésion nationale, un pays orienté vers le développement. Moi, je suis médecin. J'aurais bien aimé qu'on soit là pour discuter de la chirurgie, quelle technique chirurgicale faire pour tel ou tel patient. Mais c'est pour dire tout simplement qu'on perd tellement de temps, tellement d'énergie dans des choses que d'autres ont déjà dépassées. On aurait pu vraiment aujourd'hui commencer à parler d'autres choses qui aident au développement de la médecine togolaise, au développement de la chirurgie togolaise. On est en train de parler d'alternance démocratique. Bon, voilà, c'est une question philosophique. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus une autre fois. Bien. En exemple récent, les dernières présidentielles qui ont été source de rude contestation, ayant abouti aujourd'hui à l'exil des têtes du mouvement DMK en tant que citoyen engagé, quelle est votre position par rapport à ces deux postures, où certains ne veulent plus renouer avec de nouvelles consultations électorales sans que le contentieux électoral de 2020 n'ait été vidé, alors que d'autres y voient une nouvelle opportunité de pouvoir faire entendre la voix, la volonté populaire? Oui, c'est vrai que le processus électoral de 2020 qui a conduit à l'élection présidentielle s'est passé dans des conditions particulièrement difficiles. Et j'en reviens encore à ce rapport que le Front citoyen Togo Debout avait fait sur cette élection. Et ce rapport, vraiment en toute objectivité, avait démontré que c'était, je crois, un des processus les moins transparents. Ce rapport, je donne un ou deux exemples. Dans ce rapport, nous avons clairement démontré que, surtout dans les casernes, il y avait par exemple près de, ou voire plus de 40% de vote par procuration. Je pense que c'est extrêmement dangereux et cela suscite beaucoup d'interrogations. Ça veut dire que dans les casernes, de façon terre à terre, hein, je viens voter, je reviens voter en disant que je vote pour ma tante, je reviens voter en disant que je vote pour mon cousin, etc., jusqu'à des taux qui atteignent 40% voire plus. Ça, c'est quelque chose de grave et ça s'est passé dans les casernes, donc ça laisse interrogateur. L'autre chose, c'est que nous avons dans ce rapport également démontré que certains procès-verbaux, beaucoup, étaient déjà signés sans qu'il n'y ait inscrit aucun chiffre. Ça veut dire que vous avez des bureaux de vote dans lesquels des représentants du parti au pouvoir, des représentants des partis d'opposition, et là ça nous ramène un peu à la population, à son degré d'éveil, à son degré d'engagement. On en avait parlé au début de cette émission. Voilà, donc vous avez des bureaux de vote dans lesquels les représentants des partis ont tous accepté, signé des documents, sans qu'il n'y ait inscrit aucun chiffre, aucun résultat. Et donc, ça laisse la possibilité à X ou à Y, ensuite, d'inscrire les chiffres tels qu'ils le souhaitent. Je pense que ce sont des situations très, très graves. Et cela a été démontré donc en 2020 par le Front citoyen Togo Debout, et cela pose des questions par rapport aux résultats des élections, de l'élection présidentielle de 2020. Alors à partir de là, bien sûr, il y a un contentieux
Et comme vous l'avez si bien dit, certains disent non, il faut régler ce contentieux, d'autres disent il faut avancer, il faut tourner la page. Quoi qu'il en soit, je pense que le Togo, notre pays, a besoin d'aller de l'avant, a besoin de trouver des solutions à ces problèmes. Si certains peuvent, à travers les revendications en rapport avec ce contentieux électoral de 2020, faire bouger les lignes, je pense que ces personnes auront le soutien du Front citoyen Togo Debout. Je pense que ces personnes obtiendront le soutien de toutes les organisations militantes qui œuvrent pour le changement. Il ne s'agit pas simplement de dire il faut solder le contentieux de 2020, mais encore faudrait-il être en mesure de le solder et de démontrer qu'on est en mesure de le solder. D'accord ? Et donc, nous attendons de voir ce qui est encore possible de faire par rapport à ce premier groupe. Et le deuxième groupe qui consiste à dire des échéances électorales vont arriver, il ne faut pas se croiser les bras et voir le train nous passer sous le nez. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Je pense que ces personnes ont aussi certainement raison. Et donc, nous ne fermons la porte, nous ne fermons la porte à aucun groupe, mais nous pensons qu'il faut aller de l'avant, il faut bouger, il y a des échéances qui viennent, il faut certainement prendre part à ces échéances d'une manière ou d'une autre, il faut s'organiser, il faut voir comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, essayer de gagner ce qu'on peut par rapport à ce qui va arriver. D'accord. Alors, professeur, vous parlez tantôt de solutions. Que proposez-vous pour des consultations, réussies tant au niveau de l'enrôlement des votes, de la compilation des résultats, une façon de couper court aux contestations des consultations électorales. Déjà, c'est le gouvernement qui organise, même si on dit que c'est la CENI, c'est le parti au pouvoir qui a les cartes en main. Et il revient au parti au pouvoir, à mon avis, de changer déjà de paradigme et de changer de mentalité. Tantôt, j'ai dit que c'était une question philosophique. Et je pense qu'il faut vraiment qu'à partir d'un certain moment, on se dise qu'on est là pour servir une nation. On n'est pas là pour se servir. On n'est pas là pour défendre les intérêts économiques ou politiques d'un groupuscule élitiste autour d'un pouvoir. On est là vraiment pour servir une nation. Et il faut que le parti au pouvoir se mette déjà, puisque vous dites qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour que tout se passe bien. Je le dis, je reprends votre question de cette manière. Tout doit partir du parti au pouvoir. Quelle est sa volonté? Quelle est l'ambition pour le Togo? Si on veut faire de ce pays un pays démocratique, civilisé, développé, il faut changer de paradigme, faire les choses autrement. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, cela appelle bien sûr des choses concrètes, comme ce que j'avais donné comme exemple tantôt, proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Comment vous imaginez que dans des pays où les populations sont 10 fois plus nombreuses que au Togo, les gens arrivent à faire les élections dans la journée, à avoir les résultats le soir, alors que nous, on n'est pas en mesure de le faire. C'est comme si on mettait à profit tout ce temps pour changer certaines choses, et je pense que c'est inadmissible. Voilà, donc la CENI a un travail à faire en termes d'organisation, de perfection. Le gouvernement a des dispositions à prendre. La société a des choses à faire, les partis politiques d'opposition, mais il y a vraiment des éléments qui sont importants. Et l'élément sur lequel nous avions travaillé en 2020, sur lequel nous continuerons de travailler, c'est déjà au moins obtenir, on ne doit pas demander 50 choses, mais la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, que le fichier soit un fichier bon, correct, en rapport avec la réalité de la population togolaise, que ceux qui n'ont pas pu se faire inscrire, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, qu'ils puissent le faire, qu'il y ait vraiment suffisamment d'ouverture pour permettre qu'on ait des élections suffisamment transparentes pour qu'il n'y ait plus de contestation. Alors, professeur Dossé, n'avez-vous jamais pensé à aller plus loin dans votre engagement, par exemple en prenant vos responsabilités pour briguer des suffrages directs et réussir là où peut-être certains partis politiques ont eu à échouer? Ça reste une possibilité, Togo. Vous savez, il y a déjà tellement à faire en tant qu'acteur de la société civile. Vous vous souvenez que vous m'aviez demandé si nous avions atteint tous les objectifs. Je vous ai dit non, qu'il y avait tellement de choses encore à faire, beaucoup d'objectifs à atteindre. Et donc, je pense que pour le moment, il faut surtout travailler à améliorer les conditions du changement. Parce que il ne sert à rien
en l'état actuel, de se dire ah non, les autres ne sont pas bons, les responsables de partis politiques ont échoué, c'est moi qui vais réussir, ce serait une vraie illusion. Et je pense que j'ai les pieds sur terre et je suis encore suffisamment conscient des réalités du Togo. Et il faut vraiment améliorer un certain nombre de conditions avant d'imaginer quoi que ce soit. Et ces conditions, on continue de travailler là-dessus. J'ai parlé de la CEDEAO qui reste pour nous un objectif prioritaire. Nous avons jusqu'à fin décembre pour voir si nous aurons atteint cet objectif ou pas. Une déclaration qui va être faite dans les prochains jours, peut-être une mission à Abuja dans les prochaines semaines, mais nous sommes en train vraiment de déployer beaucoup d'énergie pour qu'un certain nombre d'objectifs puissent être atteints et à partir de là, on verra ce qui pourra se faire. Alors, dites-nous, professeur, en tant qu'acteur de la société civile engagée pour des causes nationales, voire panafricaines, comment arrivez-vous à collaborer avec les acteurs politiques dont les avis ne sont pas forcément partagés? Oui, tout à fait. Je pense que chacun doit savoir le rôle qu'il a à jouer dans cette partition. Je reste conscient qu'un acteur politique est un acteur politique avec un parti politique, des ambitions, et c'est tout à fait légitime. Et donc, dans cette collaboration, j'essaie de définir l'espace dans lequel la collaboration peut se faire, l'espace dans lequel nous avons des intérêts communs, des intérêts à défendre, et puis l'espace qui appartient à la société civile ou l'espace qui appartient à l'acteur politique. Je donne juste un exemple. Je vous ai donné tout à l'heure des explications par rapport à notre position en 2018. Vous verrez que souvent les acteurs politiques diront qu'ils regrettent le fait de n'avoir pas participé à l'élection de 2018. C'est normal, parce que pour un acteur politique, le fait de n'avoir pas participé, ça fait que je ne suis plus à l'Assemblée nationale. Donc voilà, en termes de bilan, je perds ceci ou cela. Mais pour moi qui suis acteur de la société civile, je ne suis pas du tout dans la même posture. Pour moi, ça a été vraiment une réussite en 2018. Et le Front citoyen Togo Debout a été la première, pour ne pas dire la seule organisation, à avoir sorti un communiqué pour remercier le peuple togolais, pour féliciter le peuple togolais par rapport à cette attitude noble que le peuple a eue en 2018 en disant non à la CEDEAO. La CEDEAO est venue avec ses gros sabots. Je vous ai compris, je vais vous aider, vous aurez vos réformes. Quelques mois après, on nous dit écoutez, laissons tomber les réformes, allez voter, élection législative, alors que ce n'était pas l'objectif des citoyens togolais. Nous, on avait en tête ce qui s'était passé en 2005, où la CEDEAO est venue en disant allez voter pour l'élection présidentielle de 2005. Le ministre Boko a dit nous ne sommes pas prêts pour aller voter. La CEDEAO a insisté. 500 Togolais sont morts. La CEDEAO n'a jamais présenté ses excuses. Et donc, il n'était pas question qu'on se remette en ordre de marche pour aller voter en 2018. Et pour moi, ça restera toujours une question de principe, une question d'honneur. Et le peuple togolais a dit non à la CEDEAO. La seule chose que je regrette en 2018, peut-être, c'est de n'avoir pas profité de la période d'enrôlement pour obtenir les cartes d'électeurs, les mettre de côté en attendant d'autres échéances électorales. Mais le fait de n'avoir pas participé à aux élections législatives de 2018, pour moi, ça restera toujours un succès parce que, sincèrement, je pense qu'on n'avait pas atteint les 10% de participation sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Et donc, ne pas confondre nos intérêts avec les intérêts des acteurs politiques. Il y a des endroits où les intérêts peuvent se correspondre, mais il y a des endroits également où chacun reste dans ses lignes et les choses se passent bien.